Bonjour tout le monde, je m'appelle Christopher Doran, je suis un spécialiste des ventes techniques pour ITM Instruments. Merci à nous joindre pour cet webinaire présenté par ITM Université. Le sujet aujourd'hui, c'est surveillance de l'état avec l'imagerie thermique et acoustique avec Teledyne FLIR. Nous couvrirons une bonne quantité d'informations dans les prochaines 40 à 45 minutes. Puis après la présentation, on aura un temps à la fin pour les questions et réponses. Donc, nous vous encourageons à poser toutes les questions durant la présentation. Utilisez simplement la fonction chat et nous répondrons à la fin de la présentation. ITM et FLIR travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de FLIR au Canada. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise en matière de produits, services et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Manny Elsed, directeur des ventes du district l'Est de Canada et s'occupe de tous les segments de solutions. Manny travaille avec FLIR depuis 2012. Donc, Manny, la présentation est à vous. Merci beaucoup, Chris. Bonjour tout le monde. Merci pour avoir assisté à ce webinaire ce matin. J'espère que vous allez apprendre beaucoup des choses. J'espère vous avoir des questions à la fin parce que ça m'aidera beaucoup à vraiment répondre à toutes les affaires. Des fois, on peut vous manquer des points. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me demander à la fin. C'est très apprécié. Chris, juste pour confirmer, est-ce qu'on a 45 minutes ou 1 heure? Juste pour être sûr, pour voir combien de temps que bon. On a 1 heure pour la présentation et période de questions-réponses. Donc, si possible, on va avoir au moins 5 à 10 minutes pour les questions. Excellent. OK, parfait. Alors, je ne vais pas aller trop vite, pas trop lent. Okay, juste pour être sûr. Première chose, je vais juste désactiver ma caméra pour ne pas avoir une situation des réseaux ou de quoi. Alors, à la fin, je vais les réactiver pour voir que je suis encore ici. Ce n'est pas juste un enregistrement. Laisse-moi juste faire ça. Bon. OK. Alors, juste pour reconfirmer que tout le monde voit mon écran encore? Oui. OK, parfait. Alors, on commence. Une surveillance de l'État et les défis et les solutions. Comme Chris a expliqué, moi, je suis le directeur des ventes régionales pour l'Est du Canada. Je suis avec FLIR depuis 2 avril 2012. Alors, ça fait déjà plus que 10 ans que je suis avec les compagnies. Je représente plusieurs secteurs que je vais vous montrer après. L'ordre du jour, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? C'est qui est Teledyne FLIR? Alors, la plupart d'entre vous nous connaissent déjà que peut-être le nom FLIR, maintenant on a rendu Teledyne FLIR. Alors, à partir de mai 2021, actuellement, janvier, c'était annoncé, mais officiellement, mai 2021, on était maintenant rendu Teledyne FLIR. Teledyne, c'est une compagnie globale qui travaille dans le sensor X-ray, gamma, micro-ondes, radio, et ils nous a acheté pour ajouter l'infrarouge dans notre sensor. Alors, maintenant, on est rendu la plus grande compagnie mondiale avec tout genre de sensors dans toutes les technologies. On travaille avec NASA, Océan, toute technologie disponible. Maintenant, c'est rendu avec Teledyne. Et on est rendu comme une division de Teledyne maintenant. C'est quoi la surveillance de l'État? On va discuter ça, je vais l'expliquer, les différentes applications, comment on utilise les technologies qu'on offre, pourquoi c'est important, quel genre de défauts qu'on peut trouver, les solutions qu'on peut vous offrir, soit dans l'imagerie thermique ou l'imagerie acoustique ultrason, pour assurer que la bonne santé de vos équipements. Alors, juste vous donner un exemple, ça c'est tous les secteurs. Il y en a d'autres aussi à Cheval que je couvre, mais ils ne sont pas inclus dans ce point-là. C'est faire partie de ce que moi je représente. Alors, je couvre l'imagerie optique de gaz, sécurité publique, soit d'incendie ou police, sécurité périmètre, recherche R&D marine. Actuellement, c'est pas moi, mais je touche un peu dans différents secteurs. Mais aujourd'hui, on va juste rester sur la surveillance de l'État. Alors, c'est quoi la surveillance de l'État? La surveillance de l'État est une mesure de paramètres pour être sûr que les équipements fonctionnent bien. C'est quoi qu'on vérifie? On vérifie la température, l'hydration, son et d'autres facteurs aussi. Pour être sûr qu'il n'y a rien qui nous dise qu'il y a un défaut qui s'en vient bientôt. Il n'y a pas un panne ou quelque chose qui va affecter le fonctionnement des équipements ou l'opération. C'est vraiment essentiel.
maintenant, avec tous les changements mondiaux, les coûts des équipements, les coûts d'opération, tout ça, c'est rendu très important pour être sûr que le fonctionnement des équipements est bien fait pour améliorer la sécurité, améliorer la productivité et réduire le coût des investissements qu'on fait pour remplacer des équipements. Les secteurs qu'on va couvrir aujourd'hui, qui touchent vraiment dans cette présentation-là, c'est l'électrique, fabrication, soit inspection des équipements, assemblage, soudage, tout ça, pétrochimique, installation et bâtiment. Maintenant, aussi, on a des produits qui s'appellent X-Tech. C'est des instruments variés pour vérifier l'humidité, d'autres qualités d'air, tout ça. Ça, c'est offert par X-Tech, qui couvre dans le secteur de l'installation et bâtiment. Mais pour aujourd'hui, on va juste rester concentré sur la thermographie et l'ultrason. Si jamais vous avez besoin d'infos, plus d'infos pour le produit X-Tech, parlez avec Étienne, ça nous fait plaisir de vous présenter toutes les options qu'on a disponibles. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il y a le temps d'aller non planifié? Mais ce problème avec ça, c'est qu'il y a le changement d'outil. Qu'est-ce que ça veut dire, le changement d'outil, etc.? Ça veut dire que c'est toujours la même situation. Il y a une panne qui arrive, on dit le worst case, soit en fin de semaine, genre de samedi soir, à 2 heures du matin, il y a des équipements qui sont en panne, puis il faut appeler le technicien ou appeler quelqu'un, emmener quelqu'un par avion ou payer quelqu'un temps de trip, puis tout vient pour remplacer les équipements, puis payer énormément d'argent pour transférer ou transporter les équipements par avion. Ça coûte tellement d'argent parce qu'il n'y avait pas un bon système de protection ou de vérification de l'état des équipements. Et en plus, il y a une absence d'opérateur parce que quand le système ne fonctionne pas, il y a une panne, il y a un shutdown, ça affecte la production. Il y avait une étude qui était faite qui ont vérifié que 82% des entreprises qui ont des temps imprévus à cause qu'il n'y avait pas un programme de vérification d'état. Ça peut coûter jusqu'à ça, c'est des grandes entreprises, ça peut coûter jusqu'à 260 000 US à l'heure. Je vais vous donner des coûts pour si vous n'avez pas un bon entretien ou quelque chose de non planifié, quel genre de coûts qu'il peut avoir si vous n'avez pas prévu le défi. Alors, le cycle de vie d'une surveillance d'état. Ça, c'est notre graphe qui explique la conception. Alors, comment ça fonctionne? Il y a deux phases des équipements, n'importe quel équipement. C'est les conceptions originales, soit design, fabrication, installation, point où le défaut commence à avoir, parce que tout va avoir un défaut à un moment donné, même nous, même, et finalement, le temps, complètement, il y a une shutdown qu'on ne peut pas utiliser tout ça. Alors, mais nous, dans ce cas-là, on va se concentrer sur les 3 parties. Je vais mettre 2 parties, ça va être la puissance de l'ultrason et la thermographie. La vibration, on a les équipements de vibration, mais pour cette présentation-là, on va juste se concentrer sur l'ultrason et la thermographie. Si vous remarquez, dans le défaut, si vous imaginez un moteur, si c'est mal installé, au défaut, une des premières choses qu'il va avoir, soit une vibration ou on va détecter dans le bearing des moteurs qui a une fréquence d'ultrason. Pour nous, on n'entend pas, mais les caméras d'ultrason vont le détecter. À un moment donné, cette vibration-là, ça va créer des points chauds qu'on va le détecter avec les caméras thermiques pour nous dire, ah, il y a un défaut, on doit le régler avant qu'il y ait une panne majeure. Le cycle pour la vie des équipements. Alors, si vous utilisez un moteur, on va prendre ça comme exemple, sans faire aucune vérification, à partir du moteur jusqu'à la fin de la vie de la moteur, ils ont fait des études, ça peut coûter 18 $ par chevaux. Alors, si vous avez un moteur de 10 000 forces, vous calculez ça, ça va coûter 18 000. Ça coûte vraiment cher pour opérer ça. Alors, si vous faites un peu, de temps en temps, vérification, ça va réduire les coûts un petit peu. Si vous faites de temps en temps une vérification régulière, mais sans avoir un programme qui voit les historiques, ça peut réduire les coûts. Et si vous avez vraiment un programme de maintenance, surveillance de l'État, ça peut réduire les coûts à plus que 50% pour les mêmes applications, parce que vous avez quelque chose de vérification avec l'historique de bon méthode. Il y a quelque chose qui s'appelle le MTBF, qui est Mean Time Between Failures, on appelle ça en anglais. Ça veut dire que c'est le temps entre un bon fonctionnement jusqu'à le prochain temps ou le premier défaut détecté. Si on est capable de réduire ce défaut-là, pour ne pas avoir ou réduire le temps, c'est sûr que c'est mieux parce que ça va nous permettre de gagner de l'argent,
Pas de risque d'avoir une panne, un shutdown, rien. C'est vraiment avec l'efficacité de l'opération complète. Le défi commun qu'on peut avoir. Ça, c'est, on avait eu comme un mot d'un ingénieur de General Motors, GM, qui ont fait, il y avait des caméras thermiques. Ils ont remarqué au début que les inspections qui étaient faites avec les caméras, c'était pas juste chez quelqu'un, il part, il marche dans l'usine, vérifier sans avoir un bon programme. Alors, si les gars étaient là, ils détectaient de quoi, mais s'ils ont manqué, parce qu'il n'y avait pas un genre de programme qui était mis en place, il peut avoir un manque, puis il va avoir un grand panne de panneau ou quelque chose de catastrophique. Alors, quand ils ont commencé de voir, ils disent, regarde, on peut faire vraiment un bon programme, ça va améliorer l'efficacité et la sécurité de l'usine et réduire le coût d'investissement pour sans avoir trop de pannes dans nos opérations. FLIR et Teledyne FLIR, etc. On a pas mal d'équipements pour toutes les opérations de l'industrie, tout genre, portatifs, détection de qualité d'air, humidité, son, vibration thermique, voltage, vraiment tout ce que vous avez besoin, on est disponible pour l'opération industrielle. Mais pour l'imagerie thermique, c'est quoi et quel genre d'application? Pourquoi les thermographies ici? Alors, les températures, si vous faites, ça c'est une situation extrême, puis récemment, il y avait des situations qui, je ne rappelle pas c'était quelle ville, je pense que c'était à New York, il y avait une autre shutdown, quelque chose est arrivé puis ça affectait parce qu'il y avait un équipement qui est tombé en panne, puis ça affectait plusieurs 100 000 personnes qui ont manqué d'électricité pendant une certaine période. Alors, si vous ne faites pas les bons diagnostics, ça c'est le genre des catastrophes qu'on peut avoir, avec un exemple, ça c'est une station électrique. Mais les caméras thermiques, alors, détectent l'analyse des chaleurs pour indiquer des problèmes. Parce que quand il y a des chaleurs, n'importe quoi, même nous, comme je vous savez qu'il y a quelque chose. On peut vraiment détecter rapidement, identifier c'est quoi ces anomalies. On peut dire, OK, il y a une situation là, ça peut être ça, ça ou ça, avec les caméras thermiques. Et ils nous permettent de prendre des mesures proactives pour éviter d'avoir un panne ou des situations comme ça, catastrophiques, ou de feu ou danger pour le monde. Alors, c'est vraiment très important et pour tester la sécurité aussi. Pourquoi? Comment l'utiliser? Alors, les thermographies se permettent de prendre des températures à distance sans contact pour garder l'utilisateur en. Alors, dans une situation de substation électrique, on n'a pas besoin d'approcher les équipements pour avoir la température. On peut faire à distance. Dépendamment de la caméra et de la lentille, ça nous donne des bons mesures de température. Puis, on touche à rien à ce moment-là. Il n'y a pas de risque, on n'a besoin pas de contact avec le cible ou on ne fait pas le fonctionnement de rien. C'est vraiment à distance sans contact. Ça, c'est très l'avantage des thermographies. En plus, c'est bidimensionnel. Ça veut dire quoi? Les caméras thermiques dans cette image-là, chaque pixel a une température. Alors, je suis capable de prendre des températures pour n'importe quel endroit dans mon photo. En plus, ça me donne une idée, c'est quoi les zones de dommage. On sait que cette partie-là, il y a beaucoup d'humidité dans les planchers. Il y a un peu dans la meule aussi. Alors, ça me permet de pouvoir localiser des défauts et analyser à quel point il y a un défaut. On peut comparer les zones. Ça donne un très bon aperçu de ça. Pourquoi? Alors, ça, c'est actuellement un drone qui est utilisé, qui est en vol, qui va descendre. Si vous remarquez l'image à gauche, ça, c'est l'image caméra thermique. À droite, ça, c'est une image de caméra visuelle. En thermique, on voit la piste, on voit tous les détails à nuit, plein nuit, sans lumière. En visuel, on voit la lumière, mais on ne voit pas vraiment la piste. C'est difficile à voir que la piste est là. C'est plus facile à voir avec le caméra thermique. Alors, en réel, très rapide pour voir. On peut capturer les mouvements facilement. On peut capturer les anomalies rapidement. Alors, c'est vraiment idéal. Là, ça, c'est un autre exemple qu'on a ici. Ça, c'est une boîte de fusibles qui ont détecté les températures. Quand ils ont fait mesurer les températures sur la boîte à l'extérieur, c'était 81,7 degrés Fahrenheit versus la température ambiante 74,9. Il y avait une différence de 7 degrés des deux points. Mais quand ils ont ouvert la boîte, il y avait une température de 175 degrés F à l'intérieur. Alors, vous voyez juste à quel point
que quand on détecte défaut, des fois on ne sait pas, mais c'est vraiment un grand défaut. Même chose pour les moteurs. Des fois, qu'est-ce qu'on mesure sur l'extérieur, ça représente peut-être vraiment un grand gradient de température à l'intérieur. Un bon exemple ici. Ici, on voit que les inspecteurs ou les mécaniciens ont pensé, les électriciens souvent, ils ont pensé qu'il y avait un défaut dans le fuse, mais en fin de compte, il y avait quelque chose de connexion avant. Si vous regardez les 3 fils qui sont là, on détecte que celui-là à gauche, il est plus rouge. En pensant aussi, dans l'infrarouge, il n'y a pas de couleur. C'est nous qu'on avait programmé des couleurs avec les amis. En temps normal, les couleurs brillantes, rouge, blanc, jaune, ça représente des températures chaudes. La couleur foncée, bleu, mauve, vert, ça, c'est la température plus froide. Mais ça, c'est représentant pour l'image. Je peux la renverser aussi avec le logiciel. Alors, c'est juste une représentation, mais en temps normal, il n'y a pas de couleur dans le rouge. On a juste mis ça juste pour être plus facile pour identifier. Le prochain exemple, on a ici 9 fils qu'on voit ici sur les 3 là. Encore la même chose, on détecte que le fil, ça chauffe, mais si vous remarquez, ça rend plus chaud, plus bas. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'était plus loin. Qu'est-ce que le défaut, c'est encore même pas à cette installation-là, c'est encore plus loin de la place. Mais on ne le détecte pas nécessairement juste comme visuellement, on le voit avec la caméra atomique plus facilement et on est capable de suivre les défauts pour identifier le trouble. Les applications, alors, sont électriques, mécaniques, bâtiment, pour une filtration d'eau, une filtration d'air, pétrochimique, qualité de niveau de liquide, température de liquide, tout ça, et circuit électronique et tout le genre. Alors, on est vraiment. Les caméras atomiques, ça touche dans plusieurs secteurs industriels et d'autres marchés aussi. Maintenant, comment ça fonctionne, les caméras atomiques? Ça, c'est quelque chose que je suis demandé tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que les caméras atomiques, c'est la même chose qu'une caméra visible. Pas en tout. Les ondes infrarouges sont émises par tous les objets. Alors, tous les objets dans l'univers émis d'infrarouge. En haut des 0 Kelvin, on commence à avoir un peu d'énergie. C'est sûr, en montant le niveau d'énergie, ça va avoir beaucoup plus de rayonnement. Dans cet exemple-là, une verre d'eau avec la glace, il n'y a pas beaucoup d'énergie dégagée. Alors, ça va ressembler foncé dans les caméras thermiques. Versus un flamme ou un objet chaud, il va avoir beaucoup de rayonnement, beaucoup d'énergie émise, qui va apparaître brillant dans la caméra thermique. Les photos ici, ça, c'est des détecteurs thermiques. Ça, c'est d'anciens modèles, mais ils sont pas mal semblables à ça. Mais ça, c'est chaque pixel qui est représenté dans la caméra thermique. Quand les photons touchent le détecteur thermique avec une certaine intensité, on applique une formule spécialisée. Ça, c'est le calcul avancé. Il appelle ça Stéphane Boltzmann. Après ça, on convertit cette intensité-là d'énergie avec la formule en une valeur. Et pour chaque valeur, on met une couleur. Alors, chaque pixel reçoit un rayonnement d'infrarouge à certaine intensité. On fait des calculs avancés qui représentent une valeur de température et comme ça, on fait une image thermique. Le principe, c'est semblable à une caméra visible, mais les rayonnements sont différents. On ne parle pas en toutes les mêmes. Les lumières visibles versus l'infrarouge, c'est complètement différent. C'est pas, même pas dans le même plage de rayonnement champ électromagnétique. Maintenant, un facteur très important, c'est la résolution pour l'infrarouge. Moins de pixels représente moins de qualité, moins de précision, versus plus de pixels. Comment ça représente? Si on regarde les images en bas, on voit qu'il y a différentes résolutions. À gauche, on voit que l'image est un peu floue versus à droite, l'image est beaucoup plus claire qu'on sait que c'est un visage. Ici, on a un exemple. Pas toutes les caméras thermiques sont faites de la même façon. Ici, on compare deux modèles, un flip et un autre marque aussi. Il y a aussi remarqué sur le panneau Fuse, il y a un fil rouge en arrière qu'avec cette caméra-là, on ne le voit pas. Versus la caméra de fil, on voit que le fil est là. Parce qu'il y a beaucoup plus de pixels versus celui-là. Juste une idée, c'est pas toutes les caméras thermiques ou systèmes thermiques sur le marché sont les mêmes. Juste faire attention à ça parce que des fois, le monde pense qu'elles sont toutes la même chose. Non, elles ne sont pas toutes la même. Il y a vraiment une différence. C'est la résolution et d'autres facteurs aussi. Comment ça peut affecter la précision? Si on regarde ici un fuse, on prend une caméra avec basse résolution. Si on met juste un pixel, le pixel va mesurer 79,1
Fahrenheit. Pourquoi? Parce qu'il prend la température de surface et la température autour. Alors, il fait au moins de toute cette zone-là. Maintenant, si on prend une caméra avec un peu plus de résolution, alors on met 4 pixels maintenant, on augmente un peu plus parce que chaque pixel fait moins, puis il nous donne 98,7. Ça, c'est une erreur d'orthographe. Fahrenheit. Maintenant, si on prend encore plus de résolution, que je mette beaucoup plus de pixels sur le même objet, on voit qu'on est rendu à 120, quasiment 120 degrés Fahrenheit. Alors, si on revient, on a monté de 79, 80 Fahrenheit à 120 Fahrenheit. Alors, 40 degrés Fahrenheit. Alors, la décision que je vais prendre à 80 versus la décision que je vais prendre à 120, c'est beaucoup plus différent. Parce qu'un me disent, peut-être qu'il y a quelque chose, l'autre me disent, non, c'est une situation critique, je dois répéter une réparation tout de suite. Donc, c'est vraiment ça fait que la décision, le temps des réactions. L'autre option, si vous n'avez pas le choix de résolution, il y a aussi le choix des lentilles ou des objectifs. Alors, certaines caméras, on est capable d'intercharger les objectifs. Dans cet exemple-là, on a un 45 de grand angle. On voit que la température max de zone de cette box, c'est 181,4 Fahrenheit. Si on change de lentille pour la même caméra, même résolution, qui me permet de voir un peu plus proche, à même distance, là, je viens d'augmenter 188. Et si je mets encore plus de zoom, on voit que c'est 192 Fahrenheit. Ça veut dire que la décision que je vais prendre ici versus ici, c'est pas la même temps. Ici, ça paraît, oui, c'est chaud, mais c'est pas grave. Ici, ça paraît peut-être c'est beaucoup plus critique. Alors, ça, c'est quelque chose à s'en rappeler. Une chose que FLIR, on avait breveté depuis longtemps, c'est la technologie MSX. Ça, permet de voir les détails digitales par-dessus l'image thermique. Ça fonctionne comme ça. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, on prend une image visuelle, on prend le détail et on met ça par-dessus l'image thermique. Ça donne vraiment tous les détails. C'est pour ça que l'image sans le MSX, ça ne donne pas les détails. L'image avec le MSX, on voit tous les détails visuels par-dessus l'image thermique. Fenêtre infrarouge. Pourquoi c'est important dans notre utilisation? En travaillant avec l'équipement ou les cabinets électriques, on sait qu'il y a beaucoup de risques de arc flash. Ça, vous avez déjà entendu, peut-être que vous avez eu une situation que vous avez ce risque-là, j'espère que non, mais en installer, pour faire des inspections thermographie sans infrarouge, ça veut dire qu'il faut ouvrir le panneau électrique. Alors, avoir une fenêtre infrarouge pour faire l'inspection, ça va améliorer les sécurités, réduire le risque d'accident. Ça va améliorer la fiabilité. Et en plus, ça va améliorer la productivité. Vous n'êtes pas obligé de mettre de grands équipements ou de soude spéciales pour ouvrir le panneau. Si on regarde l'exemple monsieur à droite, souvent à gauche, ici, ils ont installé de petites fenêtres infrarouges. Alors, on fait une inspection du panneau. Tout ce qui est besoin, c'est ouvrir la porte, regarder dans le cabinet sans besoin d'ouvrir tout le panneau. À droite, ça, c'est quelqu'un avec un sous 4x4 ou d'autres catégories. Pour ouvrir le panneau parce qu'il faut avoir le risque d'accident arc flash. Alors, il n'empêche pas le arc flash, mais ça réduit le risque avec l'infrarouge. On a même une calculatrice qui vous donne une idée. Combien ça coûte si vous n'avez pas besoin de mettre le temps pour mettre un sous versus pas de sous avec le fenêtre infrarouge. On a tout genre des grandeurs, des ronds, des carrés, tout style. Donc, c'est quelque chose, si jamais vous avez des questions, laissez-nous savoir. Ça me fait plaisir de vous montrer qu'est-ce qu'on a à vous offrir. Maintenant, imagerie acoustique. Alors, j'ai expliqué l'imagerie thermique, les applications, il peut y avoir des caméras fixes, portatifs, prendre une température en continu, prendre une température en programme surveillance de l'état. C'est vraiment, il y a tout genre, on a tout genre de systèmes disponibles, dépendamment des besoins. Imagerie acoustique. Si vous en rappelez dans le graphique que j'ai montré au début, le graphique DPIF, l'imagerie acoustique nous permet de détecter des défaillances ou défauts vraiment avant qu'il y ait tout des grands défauts. Comment ça fonctionne? On fait une détection des ultrasons. Alors, les ondes ultrasons sont vraiment haute fréquence. Nous, on n'entend pas. Ils sont en dehors de l'auditoire de l'email. On n'est vraiment pas capable d'entendre ça. Ils sont vraiment directionnels. Ils sont faciles à localiser. Et ça nous permet de vraiment trouver des défauts. Si vous pensez à ça, si vous avez un système de cinéma maison, le haut-parleur de voix sont toujours placés au centre. Parce que la voix est beaucoup plus haute fréquence que le son bas, le bass.
Base, on peut installer le speaker n'importe où puis l'entendre. Le voix, il faut vraiment être directionnel. Ça, c'est le même principe. Alors, ultrason, c'est vraiment directionnel. Le plus haut de fréquence, c'est le plus directionnel. C'est vraiment pour nous, on n'entend pas pendant tout. Ça prend des systèmes spécialisés. Alors, on a un système qui s'appelle le caméra SI124, un de nos systèmes de détection d'ultrasons. Ça nous permet de détecter des décharges partielles électriques à distance, de fuite de systèmes à air compressé, fuite de système vide et même fuite de gaz dans certains cas. Alors, si vous avez une situation où vous avez plusieurs fuites de gaz, ils ne détectent pas quel genre de gaz, mais ils disent, regarde, si le système est sous pression, ça veut dire que oui, il y a un potentiel d'avoir un fuite dans cet endroit-là. Avec le fuite d'air, une chose qu'ils ont détecté, qui est vraiment l'air, quand il y a une fuite, ça coûte beaucoup d'argent aussi, ça cause des turbulences qui permettent de créer des ultrasons parce que le système est sous pression. Ça va être plus facile à localiser. Ça crée une sonde. Nous, on n'entend pas, mais le caméra acoustique va détecter avec le microphone. Le département d'énergie américain, ils ont déterminé que 30% de l'électricité consommée par l'industrie, c'est une perte avec l'air comprimé, qui coûte jusqu'à quasiment 40 000. Ça, c'est dépendamment de l'industrie, mais quand même, on voit que ça coûte beaucoup d'argent par un système d'air compressé. Juste avec un compresseur. Imaginez si vous avez plusieurs compresseurs, combien ça coûte si vous avez une perte d'air compressée. Les genres d'imagerie. Alors, avec les caméras acoustiques, ça, c'est pas thermique maintenant. Ça, c'est caméra acoustique. On a une caméra visuelle noir et blanc. Et les sons ou les fréquences ultrasons sont représentés par des couleurs. Ça ressemble un peu comme un infrarouge, mais c'est pas la même technologie par tout. C'est juste une permettre de dire, regarde, il y a une fuite ou quelque chose dans cet endroit-là. C'est plus facile. La raison pourquoi c'est noir et blanc, parce que les endroits qu'on détecte sont mis en couleur pour être plus facile de localiser. Ça, c'est encore un système de réfrigération avec un fuite d'air, un fuite dans le gaz. Ici encore, c'est une utilisation qu'on voit qu'il y a une fuite. Encore, nous, on ne le voit pas, on n'entend pas, mais les caméras acoustiques vont le voir et détecter facilement. Avec ça, on peut faire des rapports, soit dans le cloud ou sur PC avec notre programme de rapport, qui va vous donner des calculs. Vous pouvez même calculer combien ça coûte cette perte d'air comprimé-là. On peut mettre des facteurs dans le rapport et ça donne un calcul automatiquement pour mettre ça dans le rapport, pour vous donner ça à une compagnie d'assurance ou n'importe qui pour faire une détermination de réparation. Maintenant, dans la décharge partielle, qu'est-ce qu'on détecte? On détecte le corona. Corona, il y a pas ça. Corona, c'est l'ioninisation de fluide d'air. Ça, c'est compliqué. Je ne vais pas vous l'expliquer, mais quand il commence à avoir un défaut dans un système électrique, ça peut, à un moment donné, si vous le laissez sans réparation, ça peut risquer d'avoir d'air aussi, d'air électrique. Donc, on essaie d'éviter. Avec le caméra ultrason, puis l'ultrason aussi va avoir, le courant va causer une fréquence. Des fois, si vous pensez qu'à côté des équipements, tu entends comme un buzz, ça, c'est une fréquence qui est commencée, mais nous, on a certaines fréquences qu'on n'entend pas, qui sont détectées par le caméra ultrason, qui veut dire qu'il y a une perte de système de courant qui est en train d'activer. Ça veut dire quoi? Peut-être avec les changements de température, de froid chaud, il commence à y avoir fissure dans les isolateurs, qui va avoir une vibration. Cette vibration-là, ça va causer un ultrason. C'est pas facile de détecter. Il n'est pas rendu à point chaud encore avec le canal atomique, mais on peut détecter avec le canal ultrason pour localiser et déterminer ce qu'on devait faire. Nos systèmes vont capturer le son pour 2 secondes. Et en plus, on est capable de déterminer c'est quel genre de défaut. Encore là, on voit qu'il y a une décharge sur un isolant. Décharge flottant. Et notre système, si on veut, on peut même mettre un critère à quel point qui est grave. En mettant la distance, la tension et le type d'équipement, soit vous le faites sur le cloud ou dans notre système de rapport, ça va déterminer le critère de sévérité, à quel point qui est rendu, c'est vraiment dangereux, il faut le faire tout de suite, la gravité des situations. C'est automatique fait par notre système. Alors, vous capturez des images avec les fréquences ultrason, vous rentrez cette valeur-là, le système va automatiquement dire, regarde, basé sur qu'est-ce qu'on voit, basé sur nos intelligences artificielles, on va déterminer quel point de gravité que cette opération-là ou ce dépôt-là. Avec, et maintenant, nos
systèmes de rapport, les logiciels de rapport, nous permettent de faire vraiment une inspection complète. Alors, le programme s'appelle Thermal Studio. Il y a différentes versions, les versions gratuites, les versions payantes, tout ça. Mais il va combiner de faire ultrasons thermique, mais tout dans un rapport. Et même, on est capable de créer un route de travail. Alors, si vous voulez développer pour que quelqu'un suit un chemin de travail à chaque fois la même chose pour certaines fréquences, parce que basé sur vos programmes de surveillance de l'État, comme on avait parlé au début, ça vous permet de sauver l'argent, améliorer l'efficacité et la sécurité. On peut implémenter un programme dans le logiciel et mettre ça dans les caméras thermiques. Si on voit ici, on voit que ça nous permet de voir les messages que les personnes savent c'est quoi le prochain état, sans besoin d'écrire une page ou un papier, et déterminer, mettre des critères dans le caméra thermique. Présentement, ça se fait juste le caméra thermique. On ne fait pas sur la caméra de toute façon. Peut-être dans le futur, on va voir cette option-là, mais présentement, ça se fait juste sur le caméra thermique. Avec les caméras thermiques, ça nous permet de vraiment réduire les programmes, nous permettent de faire plusieurs différents modèles. On peut même combiner l'imagerie thermique avec l'imagerie de façon dans le même rapport, créer nos propres modèles et vraiment générer d'excellents rapports pour donner ça comme une assurance, gestion, réparation, n'importe quoi. Ça, c'est un exemple d'imagerie acoustique, un rapport d'imagerie acoustique. Comme vous avez vu, ici, c'est l'imagerie thermique. Ici, c'est l'acoustique dans le même programme. On voit l'échantillon de fréquence, le signal, on peut choisir d'autres formats aussi, et les critères de gravité des situations, et quel genre de décharge partielle dans ce cas-là, ou le coup de d'air qui va être représenté dans le rapport. Alors ça, c'est la fin de ma présentation. Je veux remercier tout le monde. Je suis maintenant ouvert pour des questions. Merci beaucoup, Manny. Donc, oui, c'est le temps. On a plein de temps pour des questions. Donc, comme toujours, on vous encourage d'utiliser la fonction chat pour envoyer toutes vos questions. On a une très bonne chance d'avoir Manny avec nous autres pour répondre à toutes vos questions. Donc, facile, dur, n'importe quoi, lancez chez nous, puis on va espérer de les répondre à tout. Rapidement, si vous avez des questions spécifiques à une caméra spécifique ou un produit spécifique, peut-être une question qui s'appartient à votre application spécifique, on vous demande, puis on vous encourageons de visiter notre site web. Vous trouverez toute la liste de produits, les prix, disponibilité, les fichiers techniques. Ça se peut qu'il peut répondre à vos questions. Puis, toutes vos coordonnées pour nous contacter directement pour qu'on peut répondre à vos besoins directement avec un de notre équipe de support technique. Puis vous donner une idée pour les caméras thermiques, la garantie qu'on vous offre, c'est 2 ans pièce main-d'œuvre, soit fixe ou portatif. Ça, c'est les deux. Dans certains cas, les batteries sont 5 ans. Donc, des caméras fixes ou des batteries fixes, ils n'ont pas de même garantie. Et finalement, et ça, c'est la meilleure garantie disponible dans l'industrie, personne d'autre que ça, c'est 10 ans sur le détecteur thermique. Si vous avez un défaut avec vos détecteurs thermiques sur la caméra, on va les remplacer sans frais jusqu'à 10 ans. Notre centre de service ou de réparation, je parle vraiment de grande réparation ou de récalibration des usines, pas de réparation des caméras, mais vraiment si vous voulez récalibrer les caméras à la valeur originale de l'usine, c'est à Toronto. Alors, il n'y a pas de papier de douane à remplir, c'est vraiment passer par Étienne, qui va s'en occuper de tout ça, puis ils vont régler. Les autres sont capables de faire une vérification d'étalonnage, mais si vous avez besoin d'avoir de calibration des usines avec certificat, ça, c'est Toronto, on est capable de le faire. Puis, alors, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de rien, ça passe à Toronto, ça revient de Toronto à Montréal. Pas de question avec ça. Même chose pour les caméras acoustiques, passer par Étienne. Les autres sont différentes garanties, mais c'est pas sûr que c'est pas la même garantie parce que vous n'avez pas la même censure thermique dedans. Mais vous avez très bon. Les caméras acoustiques, vous avez une option de batterie c'est 8 heures de temps, c'est rechargeable, c'est vraiment portatif. Il y a vraiment plein de choses dans cette caméra-là qui nous permettent. On a eu vraiment de très bons résultats. Jusqu'à date, le nombre de caméras qui sont maintenant rendues dans l'industrie pour tout genre d'applications, c'est incroyable. Dans les deux, thermique et ultrasons aussi. Parfait, merci. Donc, on a plein de questions déjà. Encore, juste un souvenir.
utilisez la fonction chat pour toutes vos questions. Comme je l'ai dit, on a une vingtaine de minutes, 25 minutes pour répondre à tout. Donc, utilisez le temps qu'on a. La première question vient de Yves. Est-ce que les photos ultrasons sont radiométriques? Non, il n'y a pas. Alors, ultrasons ne sont pas la même technologie que les thermiques, c'est complètement différent. Et alors, il n'y a pas de température dans les pixels. C'est vraiment une caméra. Si on revient voir, mais regarde, on va juste voir ça. Cette image-là, c'est une image visible, mais ils ont mis les concentrations de son sur l'image. Alors, il n'y a pas de température dans ces pixels-là. C'est vraiment juste l'ultrason. C'est vraiment là qu'on capture l'ultrason dans la fréquence. Le reste, c'est juste une référence. Versus l'imagerie thermique, non, pixel par pixel, sauvegarde de température. Alors, je suis capable de faire, dépendamment aussi des modèles de caméra, mais je suis capable de réanalyser dans le futur et voir c'était quoi les températures dans cet endroit-là, un an plus tard, 2 ans plus tard. Je suis capable de faire une historique versus l'ultrason. Parfait. Prochaine question vient de Steve. Est-ce qu'il y en a une autre option pour une caméra ultrason au lieu ou sauf le SI 124, comme il demande pour un modèle de base, peut-être? Alors, nous, on offre, Teledyne FLIR, on a 3 modèles. Un modèle de détection de fuite, et puis ça. Toutes les caméras détectent de 2 kHz à 35 kHz. Et ça, c'est la plage de fréquence. Mais le modèle de base pour la fuite d'air, il détecte juste la fuite d'air, toutes les fréquences. Puis l'intelligence artificielle va concentrer juste ça. Alors ça, ça s'appelle SI124-LD pour Leak Detection. Après ça, la prochaine version, c'est PD, Partial Discharge. Ça, c'est la même caméra, mais maintenant, il est fait juste pour le décharge partielle électrique. Alors, l'intelligence artificielle ne voit pas le flux d'air, il voit juste le décharge partielle. Ça, c'est un autre modèle. Et le modèle Deluxe, toutes les différentes options, c'est le SI124 complet qui fait les deux. C'est sûr que c'est le plus dispendieux, mais on parle de caméra en bas de 30 000. Les deux autres sont en bas de 20 000, celui-là, c'est en bas de 30 000. Celui-là qui fait les deux, c'est en bas de 30 000. Alors, c'est vraiment incroyable qu'on peut dire. Puis le programme, ça vient déjà avec l'option pour installer, pour faire des rapports dans notre programme de rapport. Juste donner des Thermal Studio. Le programme, vous avez version gratuite, version standard, vous avez le nombre limité des modèles pour faire des modèles custom. Et version pro, vous pouvez faire tout genre de faire avec, il n'y a pas de limite avec aussi. On a des frais annuels ou des frais à vie, dépendant de ce quoi vous avez besoin. Puis juste à ajouter pour question, si vous avez besoin d'une soumission, quelque chose comme ça pour n'importe quelle option qu'on a juste vient de parler, contacte-nous à itm.com. Vous pouvez trouver toutes nos coordonnées là-dedans. Donc, prochaine question. Et juste pour confirmer, la plupart du temps, ITM, ils ont stock des affaires à Montréal. Alors, c'est pas quelque chose. Moi, des fois, j'en ai stock à Toronto, n'oublie pas. Moi, je suis fabricant, je suis manufacturier. Alors, je ne mets pas beaucoup de stock sur le tablette. Mais ITM, c'est très bon partenaire de Teledyne FLIR, puis ils ont stock à Montréal, puis ils sont pas capables de livrer ça rapidement. Merci. Donc, la prochaine question vient de Anne. Est-ce qu'il y en a une recommandation pour calibrer les caméras thermiques? Ça, c'est une très bonne question. J'aime ça beaucoup. Parce que, alors, est-ce qu'il y a une fréquence nécessaire? Non. Alors, c'est recommandé. Si vous êtes dans un endroit ou une usine, que vous avez un programme, des normes ISO, n'importe quoi, qui exige que tous vos instruments de mesure, soit voltage, ampérage, ultrason, thermique, n'importe quoi, vous devez être calibré annuellement parce que vos assurances disent, regarde, je vous augmente pas vos primes si vous les calibrez à certaines fréquences. Là, vous suivez ce nombre-là. J'ai des clients qui travaillent en Ontario, comme exemple, eux autres nous renvoient les caméras chaque 3 mois pour calibrer. Ça fait la calibration de l'usine, pas juste vérification, ils veulent être sûr qu'ils sont calibrés comme usine. Ça, c'est leur programme. Ils ne sont pas obligés. Nous, on recommande, si vous êtes assuré que ça fonctionne bien, 1 fois par année, mais ce n'est pas une obligation, c'est juste une recommandation. Si vous avez une façon de vérifier, soit vous retournez ça à ITM, les autres vont confirmer, tout est beau, ils font une vérification des talonnages, ou il y a d'autres façons aussi de vérifier. Mais c'est pas obligé. Il y a des monde qui disent, FLIR dit tout le temps 1 an. Ben, non. Ça, c'est à vous autres. Si vous devenez que besoin, vous pensez que les températures vont être affectées,
retourner les caméras pour faire recalibrer comme l'usine. Sinon, vérifier par ATM. Sinon, vous n'avez pas besoin. Comme dans certains secteurs, les caméras, si même, un exemple, si la température devrait être à 100 degrés, les caméras vont mesurer 110 degrés, mais toutes les températures vont être en dehors de la spécification. Alors, si vous cherchez juste le delta, ça ne fait pas le delta. Le delta reste toujours le même. C'est juste toutes les températures vont déplacer, vont changer. Mais le delta reste toujours le même dans tous les cas. Si vous avez la précision de température, regarde, ça représente vraiment cette température-là. Là, ça prend un certificat d'étalonnage ou quelque chose de vérification avec ITM. Parfait, merci beaucoup. Petit rappel encore, utilisez la fonction chat pour toutes vos questions. Il nous reste encore une quinzaine de minutes. La prochaine question vient de Bernard. Est-ce qu'on peut installer des fenêtres infrarouges sur des panneaux existants? OK, c'est bon question. Oui, il y a rien, mais ça, c'est un zone gris, comme on dit. Il faut recertifier par le CSA parce que si vous n'êtes pas obligé, OK, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire parce que c'est difficile à expliquer. Quand je parlais avec les CSA, ils demandaient une question. Est-ce que si vous installez des fenêtres sur le panneau existant, vous devrez recertifier? Je dis oui, parce que la question que j'ai eue, c'est comment je peux vous garantir que les fenêtres est installées exactement à la même façon que nous, les talents dans le client, on a indiqué. Si vous suivez exactement toutes les étapes, théoriquement, parce que si vous enlevez quelque chose de CSA, et les fenêtres sont toutes approuvées CSA, d'habitude, en temps normal, il n'y a rien. Vous n'avez pas besoin de refaire la certification. Mais est-ce que je suis prêt à garantir que l'installation qui a été faite par des personnes responsables est faite exactement de la même façon? Je ne suis pas capable. Alors, ça dépend à vous. Est-ce que c'est nécessaire? Je connais beaucoup de monde qui ne le font pas. Je ne suis pas recommandé, mais je connais beaucoup de monde qui ne le font pas. Alors, la question, oui, ça se fait, mais c'est dépendamment de vos normes et vos exigences. Merci. Puis Bernard, pour votre deuxième question pour les coûteurs, puis les prix, puis tout ça, encore, nous encourageons à visiter sur itm.com. On a une liste des produits pour toutes les fenêtres infrarouges sur notre site web aussi. Puis vous pouvez trouver nos coordonnées pour nous contacter pour une soumission formelle, pour contacter moi, un de nos équipes techniques pour vous aider avec votre choix. Donc, prochaine question. Ah oui, allez-y. Non, mais juste te montrer des exemples des images qu'on a pris. Ça, c'est un des démos, caméra de démo qu'on a, qui passait par plusieurs clients qui ont fait. Alors, avec le S624, vous avez l'option pour mettre toutes les images sur un compte cloud et le système va faire les détections sévérité. Soit, là, j'ai mis en anglais, mais je peux le mettre en français aussi. En français. Donc, vous avez toutes les langues. On va faire le changement dans une seconde. C'est ça. Alors, il va vous donner des sévérités, dépendamment de la tension, tout ça. On peut même entendre le son. Je ne sais pas si vous allez voir. Je pense pas que vous l'entendez pas parce que je ne pense pas que vous l'entendez, mais vous entendez quelque chose, Chris, ou non? Non. Non, malheureusement, vous n'entendez pas, mais ça, c'est les vidéos qui étaient capturées par la caméra. Et on le voit où exactement l'image est faite. On voit l'échantillon. Alors, c'est tout genre de que ça se fait sur le cloud ou même sur Thermal Studio. Alors, vous avez l'option sur le cloud, ça va être fait automatiquement, ou si vous téléchargez des images de SI124, ça va être fait sur votre PC aussi. Alors, il y a plusieurs options. Dans ce cas-là, ça, c'est mon compte, comme je dis, ma caméra de démo. Notamment des photos, des trucs genre, qui étaient faites. J'ai 18 pages, chaque jour, il y a plus des images. Il y a plein d'images qui étaient faites par plusieurs démos. Et ça, c'est une petite de style de qu'est-ce qu'on est capable de faire de SI124 dans ce cas-là. Merci. Donc, la prochaine question vient de Caroline. Est-ce qu'il y en a une caméra thermique qui peut détecter le feu ou, puis un deuxième, on ajoute, ou les impurités de gaz dégagées par des flammes? Détection de feu, toutes les caméras thermiques, et ça, c'est une mauvaise façon que j'explique. Je vais trouver un graphique, mais juste expliquer rapidement ça, je cherchais partout. Là. Les caméras thermiques, on ne veut pas avoir de feu, parce que quand il y a du feu, il est trop tard. On essaie de détecter les hausses de température. Si vous imaginez un pile de bois,
supposément, si je mets un caméra thermique dans un endroit sur un poteau, regarde le fil. Si le point de combustion de cette voie-là est 200 degrés Celsius, si on sait ce point-là, mais on sait que les températures ambiantes, le fil devrait toujours rester proche des températures ambiantes, si c'est dehors, ou même si c'est dans un warehouse. Alors, on sait c'est quoi la température ambiante. Alors, théoriquement, le fil ne devrait pas être très haut de la température ambiante. Peut-être ça va chauffer un peu de radiation solaire ou quelque chose, mais pas point de combustion, si le point de combustion est 200 degrés. Alors, je suis capable de mettre des alarmes dans chaque pixel d'image en disant que si le delta entre le fil et le sol ou le mur ou whatever est en dehors de certains, supposément 20 degrés, si la température devrait toujours rester proche, le fil devrait être toujours en 20 degrés de la température ambiante, parfait. S'il sort de cette température-là, je vais mettre une alarme tout de suite. L'alarme, ça peut être courriel, son, sonore, quelque chose de sonore, envoyer, télécharger des images, puis l'accéder par le téléphone, tout. Alors, ce n'est pas une détection de feu parce qu'on ne veut pas avoir le feu. On détecte une hausse de température. L'avantage de ça, ça vous donne le temps des réactions. Je dis ça à tout le monde. Je dis, question que j'ai eu, ça dépend. Est-ce que si vous avez un club de bois et il y a des monde qui passe avec des cigarettes, vous avez peur que quelqu'un va lancer une cigarette dans le fil, mais ça veut dire que qu'est-ce que vous avez besoin de détecter, c'est la cigarette. Mais ça affecte la résolution de la lentille de caméra, comme j'ai expliqué. Et pourquoi? Parce que ça affecte le temps de réaction. Si vous avez une bonne résolution, une bonne caméra, vous êtes capable de voir tout de suite la cigarette. Mais si vous avez une caméra de moins résolution ou pas le bon objectif sur la caméra, ça va prendre du temps avant que le point va grandir, le grossir, juste pour que la caméra détecte. Ça veut dire que vous avez moins de temps de réaction. Alors ça, c'est quelque chose de déterminé dans vos installations. Excuse-moi, l'autre question, c'était et c'est quoi la deuxième partie de la question, Chris? C'est détecter les impurités de gaz. Ça dépend que genre. Alors, j'en ai certains caméras qui détectent particules, mais dépendamment de c'est quoi exactement, c'est quoi vous voulez détecter. Comme, on a des caméras qui voient des fuites de méthane, propane, oxyde nitrous oxide, comme plein de différentes caméras, mais détectent cette fuite-là. C'est vraiment dépend de quoi vous voulez chercher exactement. Si vous voulez vous demander des questions à Étienne, puis il va me renvoyer, je vais être capable de mieux l'expliquer c'est quoi, comprendre mieux vos besoins et l'expliquer mieux qu'est-ce qu'on a. Oui, absolument. Donc, oui, juste un suivi, itm.com pour trouver toutes nos coordonnées. Pour nous envoyer un courriel, une chat, vous pouvez nous appeler pour demander votre question directe. Puis, on va être très, très, très content à vous répondre. Manny, vous êtes en train de juste faire un démo sur le logiciel? Oui, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer s'il y a du monde. On a encore 10 minutes, là, juste pour. Parfait. Oui, parfait. Je vais juste poser la prochaine question, puis on va faire un petit démo là-dessus. Stéphane nous demande s'il y en a une caméra qui permette de connaître ou mesurer la distance entre caméra puis cible et la température qui mesure. Oui. Alors, j'ai plusieurs modèles qui mesurent la distance. E53, excusez-moi, pas E54, désolé, E54 dans le portatif et montant E54, E76, E86, E96, CRT, sont tous capables de mesurer la distance et même calculer les superficies. Alors, si on prend un exemple ici, essayer de trouver des. Ici. Je pense celui-là, par exemple. Ça, c'est. Alors, je suis dans Thermal Studio. Je vais calculer la distance. Chez position. Oui, ici, à cause qu'on a calculé avec les caméras, quand vous avez une laser, il va calculer la distance. Alors, la caméra sait c'est quoi la distance. Et ça nous permet de calculer la superficie dans ce cas-là. Comme là, on regarde la tasse de café. Ils disent que ça représente 0.014 mètres carrés cette zone-là.
distance, si je veux avoir distance, je pense que je suis capable de mettre ça. Ça, c'est 1 mètre. Ça va être juste avec les zones qui vont détecter ça. Mais les caméras, nous, me permettent de mesurer la distance. Et même dans j'en ai d'autres caméras, je suis capable juste en savoir c'est quoi la distance et les pixels, je suis capable de donner une idée de dimension des objets. Donc, un petit rappel, il nous reste 7 à 8 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat ou la fonction de questions. La prochaine question, ça vient de Alvaro. Est-ce que les fenêtres infrarouges ont des protections contre le arc flash, même s'ils ne sont pas sans leur couverte? Donc, je ne sais pas si on parle de les vêtements de Arc Flash ou une couverture sur le fenêtre lui-même. OK. Alors, une fenêtre, pour que ça fonctionne, Et juste avant vous répondre, Mané, excusez, est-ce que vous pouvez fermer la logiciel parce que je pense que ça interrompt le son un peu. OK. Alors, Parfait, la fenêtre infrarouge, pour qu'il n'y ait pas de risque d'Arc Flash, il faut que ça reste fermé. Dès que vous ouvrez la fenêtre, ça augmente le risque. Mais parce que vous avez quelque chose entre vous et les équipements, ça réduit. Ça n'empêche pas. Il n'y a rien qui empêche l'Arc Flash. Il y a quand même un risque, mais c'est réduit beaucoup. Et on a fait des tests pour voir à quel niveau de voltage qui passe à travers le vitre. Ce n'est pas un vitre standard comme les vitres qu'on utilise dans la maison, la fenêtre, ça sont des silica qui permettent des blocs d'infrarouge, mais permettent de lumière visible passer. C'est pour ça que si vous prenez une canette avec à vos fenêtres, vous allez voir une réflexion de qu'est-ce que vous êtes en train de garder, votre réflexion ou réflexion auto. Les fenêtres infrarouges ont différents matériaux. C'est le calcium fluoride dans certains modèles qui permettent de l'infrarouge de passer et les visibles. On a fait des tests, puis j'en ai des certificats pour savoir à quel niveau de KV qu'il va avoir avant qu'il va avoir un arc à travers. C'est vraiment haut. On parle de 1000, beaucoup de 1000 de KV avant qu'il y ait une pénétration de arc à travers la fenêtre. Alors, est-ce que la fenêtre empêche? Si c'est fermé, oui. Si c'est ouvert, vous êtes en train de garder, c'est réduit. Ce n'est pas 100%. C'est pour ça, mais vous n'êtes pas obligé d'apporter des équipements 4x4 parce que vous avez déjà quelque chose qui va accepter comme il va arrêter de quand même une certaine fréquence locale. Alors, ça réduit le risque. Alors, vous êtes capable de faire un Suit 4.2. Vous avez vu la photo tantôt que j'ai montré. Monsieur, il y avait juste des lunettes avec un casque. C'était prêt versus l'autre monsieur avec un casque complet avec un Suit 4.4. Ça, c'est obligatoire quand vous arrivez évidemment. Alors, j'espère que ça a répondu à la question. Parfait. Alvaro, si vous avez un suivi là-dessus, s'il vous plaît, nous contactez directement itm.com pour trouver toutes nos coordonnées, notre adresse courriel, le chat, le numéro de téléphone. On reste au sujet de fenêtres infrarouges. Est-ce qu'il y en a une caméra ou une lentille spécifique qu'on a besoin d'utiliser une fenêtre infrarouge? Donc, on recommande toujours prendre des lentilles grand angle. Pourquoi? Parce que les grands angles, c'est quand vous êtes proche, on revient dans cette photo-là. Il n'y a pas beaucoup en temps normal, il n'y a pas beaucoup de distance entre les équipements et la fenêtre. C'est vraiment, on parle de peut-être 4 à 6 pouces, peut-être plus, dépendamment de l'installation. En arrière, si on a une lentille avec un angle d'angle réduit, ça ne nous permet pas de voir beaucoup. Il fallait faire une différence. Parce qu'oublie pas, dans cette situation-là, souvent, on compare le fuel, on compare le fil pour voir est-ce qu'il y a on fait toujours une comparaison. C'est une delta. On a besoin de toujours 2 ou moins 2. 3, c'est mieux, mais 2, c'est le moins. Si vous n'êtes pas capable de voir qu'est-ce que vous avez besoin avec l'anti-standard de 24-25, à ce moment-là, ça va recommander le grand angle. Mais l'avantage de nos caméras présentement, ça c'est E50. À part de E50. Nos caméras 76, ça, vous pouvez juste le changer. Vous pouvez l'acheter
avec les lentilles que vous avez besoin. Ce n'est pas une lentille fixe que vous devrez ajouter. Alors, vous n'allez pas avoir deux lentilles pour rien. Vous allez avoir deux lentilles que vous avez besoin. C'est les lentilles grand angle qui nous permettent de voir quasiment mieux. Alors, si vous imaginez, ça, c'est 90, mais 42, c'est comme ça. Alors, j'ai quand même un bon vue de cabinet parce que ça donne un wide angle de ce qu'on cherche dans le cabinet. Est-ce qu'il y en a une caméra qui peut détecter l'émissivité automatiquement? Bonne question. Par nous, pas encore. Est-ce qu'il y a une façon de le faire? Oui. Pour détecter l'émissivité, il faut mesurer les différentes longueurs d'onde. Alors, ça prend un autre instrument, spectromètre, qui va comparer les longueurs de température de différentes longueurs d'onde. C'est comme ça qu'il peut savoir. Alors, ça se fait tout? Oui. Ça existe, des systèmes qui font ça. Nous, on n'a pas, mais Teledyne fait. Peut-être Teledyne, d'autres divisions, il y en a quelque chose, mais dans mon division, j'en ai présent. Mais j'ai en ai des clients qui ont créé des programmes en utilisant nos SDK pour être capable de faire ça. Alors, oui, ça se fait, mais pas automatiquement par la caméra. Et honnêtement, en temps, le seul temps qu'il a besoin de savoir l'émissivité exacte, c'est si vous avez besoin de mesures de température précises. La plupart des applications, je parle 95% des applications, c'est une delta. Alors, si l'émissivité est un peu off, pas grave. Si vous voulez savoir c'est quoi le delta en 2 moteurs, 2 fils, c'est le delta, ça va rester. Si l'émissivité n'est pas bon, mais le delta, ça va rester toujours le même. C'est juste, c'est le delta qu'on cherche. C'est la différence entre deux points. Parfait. Ça nous reste 1 minute pour envoyer une ou une deuxième question finale. Donc, on va rester avec ça. On a une autre qui... Quand on parle du SI 124, est-ce qu'il y en a des limites quand on utilise à l'extérieur ou l'intérieur? Alors, à l'intérieur, il y a beaucoup plus des sons, mais le SI 124 est fait à cause de l'intelligence artificielle. Il sait c'est quoi, qu'est-ce qu'il cherche. Si c'est une fuite d'air, si c'est une décharge partielle. Même si vous avez plusieurs sources des sons, il va savoir. Puis il y a une façon de filtrer aussi. Comme il y a une réflexion thermique, la façon peut avoir des réflexions dans le mur. Mais on a des façons de filtrer ces genres de réflexions-là. Mais les caméras, c'est déjà, ça c'est des fuites d'air, ça c'est un autre équipement. Alors, c'est pas affecté. Il y a vraiment un bon. C'est sûr qu'il y a moins d'effets à l'extérieur versus à l'intérieur. Mais on a fait des tests, des démos avec, comme j'expliquais tantôt. Et on a fait plusieurs démos dans plusieurs endroits. Et on a de très bons résultats. Donc, il n'y a aucune question qui nous reste. Donc, merci à tout le monde pour poser les questions. Puis merci à Manny pour les répondre à tous. On va respecter de votre temps puis notre temps. Donc, au nom de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. Un gros merci à Manny pour être présenté toute l'information aujourd'hui et encore à répondre à toutes vos questions. Nous sommes disponibles toujours à vous aider de n'importe quelle manière que ce soit. Visitez notre site web pour tout ce besoin, et y compris de notre coordonnée, les produits, les prix, les disponibilités, n'importe quoi que vous cherchez, vous pouvez trouver à itm.com. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous apporter plus de sujets qui vous intéressent. Aussi, nous avons beaucoup plus de webinaires au cours de les prochaines semaines et mois. Vous pouvez visiter la section formation sur itm.com pour trouver toutes les prochaines webinaires qui se viennent. Et n'oubliez pas que vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Un nom serait inscrit au tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant serait annoncé sur nos canaux médias sociaux. Donc, assurez-vous de nous consulter.
Puis encore, Manny, on vous remercie encore aujourd'hui pour la présentation et nous vous souhaitions une très bonne journée à tous. Merci beaucoup tout le monde. Merci Chris. Merci pour avoir organisé ça. Bonjour tout le monde.